L'ère des solopreneurs milliardaires et la fin de l'expertise. Rien que ça aujourd'hui au programme, c'est un podcast que j'ai pris quasiment toute la semaine à préparer. C'est un gros morceau. Je vous ai synthétisé ma vision des prochaines années. Donc c'est un sujet que j'affectionne et que j'étudie depuis 3 à 5 ans facile. Parce que où nous mène la technologie. Donc on va voir finalement. Tu le sais, hein, d'un côté, il y a les riches qui automatisent et de l'autre côté, les pauvres qui sont automatisés. La question, tu vois, ça va créer un fossé économique encore plus gros. Hein. On a Sam Altman qui nous parle justement des solopreneurs milliardaires, qui nous dit qu'il y a un petit groupe de discussion et ils ont parié dans le groupe de discussion l'année à laquelle le premier solopreneur milliardaire arriverait. Alors, c'est pas pour demain, mais on est en chemin. On est encore sur la hype de l'IA. J'aurai l'occasion de reparler de ça. C'est hypé l'IA en ce moment, bien que ça soit une technologie très intéressante, bouleversante, mais ça reste, on est encore dans la hype. Bref, on a ce pari là-dessus. Et le problème, c'est que voilà, personne connaît l'avenir, et du coup, on est un petit peu en mode est-ce que ça va être génial parce qu'on va avoir un putain d'effet de levier, pouvoir travailler moins, gagner plus, une plus belle vie. Beaucoup de technologies amènent du confort, hein, d'accord. Ou est-ce qu'on va se faire automatiser, peur de travail, ça va être la misère. Donc on a tendance à penser à ces deux scénarios catastrophes. Dans la réalité, on est toujours un peu plus entre deux. J'aimerais quand même, aujourd'hui, donc, on va partir du principe que le pire va se produire. Parce qu'on planifie pour le pire scénario, et puis comme ça, après, on est tranquille. Donc le pire scénario, tu te fais automatiser, t'as plus de boulot, t'es à la rue, on te jette des cailloux, d'accord ? Tu manges ton caca, enfin voilà, sans rentrer dans des descriptions techniques, t'as compris l'idée. Donc, la question, c'est comment maximiser la probabilité d'être un automatiseur plutôt qu'un automatisé. D'accord ? On a Tyler Cowen qui nous dit de plus en plus de personnes commencent à se retrouver d'un côté, donc l'automatisé, ou de l'autre, l'automatiseur de cette division. Pourquoi la moyenne ? Voilà, c'est pourquoi la moyenne n'existe plus. Donc là, il parle justement des compétences complémentaires à l'informatique. Et c'est ça que j'ai envie d'embrayer aujourd'hui comme réflexion. J'ai pas vu tellement de monde parler de ça. Donc on voit l'IA. Ok, il faut maîtriser l'IA parce que ceux qui utilisent l'IA remplaceront ceux qui ne l'utilisent pas. Donc ok, c'est une hypothèse qui est plausible. Mais on te parle toujours d'apprendre l'IA. Par contre, on te parle pas d'apprendre les compétences complémentaires à l'IA. Qu'est-ce que l'IA va remplacer et qu'est-ce que l'IA va amplifier ? C'est ce terme qui est un peu important, amplifier. Donc il y a toute une manière de concevoir le monde qui est différente, qui sera différente après l'IA. Et donc il y a un gros paradigme, et c'est ce que je t'ai préparé aujourd'hui dans ce podcast, c'est finalement comment reconsidérer le travail. C'est pour ça qu'en parenthèse, j'ai dit que c'est la fin de l'expertise, donc encore une fois c'est un peu le côté grandiloquent de mon côté marketing, mais derrière il y a un vrai fond. Donc on va parler de ces compétences complémentaires pour pouvoir profiter de l'IA dans les prochaines années. Donc il y a 3 grandes compétences complémentaires. Il y a la sagesse, les systèmes et le branding. Alors reste avec moi, je vais pas te parler de branding comme tu en vois partout. Je vais vraiment aller on va vraiment parler de la symbiose entre ces éléments et le futur. Donc première chose, la sagesse. C'est là que je dis que l'expertise va disparaître. Pourquoi ? Parce que l'exécution, elle va être déléguée à l'IA. D'accord ? Donc du coup, si quelqu'un peut faire ton travail à ta place, qu'est-ce qui te reste ? Donc le meilleur modèle qu'on a aujourd'hui, qui est probablement erroné mais qui reste utile, c'est de penser comme un manager. Tu as une équipe sous tes ordres. En fait, tu vois, c'est ce que fait un investisseur ou un entrepreneur avancé. Il dit, voilà, je veux lancer ce business. Il va pas chercher les process et comment exécuter le business. Non, il va chercher les personnes capables de. Et donc, du coup, l'investisseur ou l'entrepreneur va aller chercher un CEO qui va embaucher, et le CEO pourra lui construire son équipe, et le CEO va avoir une réflexion similaire de trouver les personnes capables d'exécuter le travail. Donc, en gros, des managers sont des gens qui apprennent à allouer leurs ressources. J'ai tant d'argent pour exécuter telle vision, et donc il me faut dépenser cet argent intelligemment pour pouvoir choisir les bonnes ressources pour exécuter cette vision. Et donc du coup, c'est vraiment cette logique qui vient remplacer le côté expertise. Donc on n'est plus sur de l'exécution, sur du savoir-faire, on est sur du savoir allouer. D'accord ? Ça signifie qu'on a une transition entre l'économie de la connaissance, donc les travailleurs du savoir nos jobs tels qu'on les connaît aujourd'hui, à une économie de l'allocation.
Quand tu as des ghostwriters sous tes ordres, ton boulot, c'est plus ton boulot, c'est plus de savoir forcément écrire. Ton boulot, c'est de leur passer les bonnes idées et de reconnaître ce qui est pertinent pour ce que tu cherches à accomplir. Donc en gros, c'est quoi ton branding, c'est quoi ta vision avec ton business, c'est quoi le ton que tu utilises. Par contre, tu sais peut-être pas forcément écrire comme un ghostwriter, mais tu sais lui dire, bah voilà, moi c'est ça l'idée que je veux transmettre. Le ghostwriter, il va la mettre en forme pour qu'elle soit intéressante. Ensuite, le ghostwriter va te renvoyer son travail et tu vas dire, ah ben tiens, ça c'est bien, c'est pas bien parce que X, Y, Z. Et donc du coup, en fait, finalement, tu fais du prompting, d'accord, du prompt design, sauf que tu le fais avec un être humain. Et là, c'est la même chose. Voilà, donc, qu'est-ce que ça a à voir avec la sagesse? La sagesse, c'est pas un truc des moines qui méditent dans l'Himalaya dans une grotte toute la journée. Alors, ils développent leur sagesse, mais il n'y a pas besoin de faire ça pour développer sa sagesse. La sagesse, c'est simplement ne pas commettre d'erreurs, éviter de commettre les grosses erreurs. D'accord? Éviter les erreurs plutôt que de les réparer. C'est-à-dire, tu vois, je veux dire, ce qui t'empêche entre aujourd'hui et l'objectif que tu vas atteindre, c'est que tu commets des erreurs à répétition, et le jour où tu arrêtes de les commettre, bah, tu atteins ton objectif. Donc là, le but de la sagesse, c'est de supprimer ces erreurs-là. D'accord? Donc, il y a 3 aspects que j'ai séparés pour la sagesse. Donc, on a le jugement, on a l'équanimité et on a l'autonomie. Donc, je vais les détailler chacun d'entre eux. Donc, premièrement, le jugement. Alors, petite citation de Naval Ravikant pour supporter mon point. À une époque où le levier est presque infini, il parle de technologie, le jugement est la compétence décisive. D'accord? Donc là, effectivement, c'est comme je te disais avant, allocation des ressources. Est-ce que, donc, qui c'est que je trouve pour faire le travail? Est-ce que j'évalue le travail? Est-ce que c'est correct? Etc. Prise de décision, d'accord? C'est ce qui fait la différence. C'est plus, tu sais, jusqu'à maintenant, on dit faut agir, faut penser moins, agir plus. Demain, on dira faut agir moins, penser plus. C'est vraiment le changement de paradigme, il est là, d'accord? C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on est meilleur pour agir que pour penser. Notre cerveau, il est plus conçu pour être dans l'action que pour être dans la réflexion. C'est pour ça qu'on a plein de biais. Je veux dire, prendre une décision à l'intuition, soit dans des systèmes, dans des environnements complexes, et bien souvent on se plante parce que notre cerveau est plein de biais qui n'est pas conçu pour comprendre les systèmes complexes. Donc, on doit apprendre à penser. Et c'est exactement ce que nous propose Charlie Munger avec son approche Elementary Worldly Wisdom afin de réduire ses biais cognitifs. D'accord? Parce que le jugement, c'est simplement éviter les erreurs de raisonnement. Alors, rapidement, je vais survoler ce qu'est le jugement. Je vous ai préparé un autre podcast la semaine prochaine qui va en détail sur le Elementary Worldly Wisdom. J'ai commencé à rédiger, en fait, si tu veux, j'ai rédigé ça dans cet article, dans ce podcast, et je me suis rendu compte que ça prenait beaucoup trop de place, il y a tellement de choses à dire, donc j'en ai juste fait un bref résumé. Ça te tease un petit peu, c'est double effet qui se coule, pour la semaine prochaine. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il nous dit Charlie Munger sur le Elementary Worldly Wisdom? Il dit, bon, la première règle, c'est que vous ne pouvez vraiment rien savoir si vous vous contentez de vous souvenir de faits isolés. Si les faits ne sont pas accrochés ensemble sur une structure de théorie, vous ne les avez pas sous une forme utilisable. Il y a plein de choses importantes ici à comprendre. Donc en gros, voici l'approche, les grands principes de Charlie Munger. J'en ai listé 4. Donc le premier, c'est créer une structure de théorie avec les modèles fondamentaux des disciplines fondamentales. Donc c'est un peu abstrait, j'aurai l'occasion de t'expliquer ça la semaine prochaine. Mais finalement, dès que tu comprends l'idée, tu te rends compte que c'est déjà ce que tu fais de manière un petit peu intuitive. C'est juste que dès que tu le comprends, tu te mets à le faire de manière délibérée. Donc du coup, tu vas apprendre les modèles. Par exemple, la loi de Pareto, c'est un modèle. L'offre et la demande, c'est un autre modèle. Une équation mathématique, tu prends le signe égal d'une équation, c'est un modèle. Le principe d'irréductibilité mathématique, c'est un modèle. Le principe des probabilités. Chaque mot est un modèle finalement. Mais quels sont les grands modèles, c'est-à-dire les grandes découvertes des grandes disciplines? Parce que ce sont les modèles les plus robustes et les plus universels. Donc, intemporels, universels sont les modèles dans lesquels on a plus confiance. Dans les modèles mathématiques, c'est beaucoup plus robuste que des modèles psychologiques. Donc si on va chercher à apprendre tous ces grands modèles-là pour ensuite pouvoir, deuxième principe, accrocher tes expériences directes et indirectes sur cette structure de théorie. Déjà, c'est là, encore une fois, je documenterai ça la semaine prochaine, mais c'est là que beaucoup de monde ne comprennent pas le système. Parce que les modèles mentaux, c'est devenu assez répandu sur le web. Genre tu apprends les modèles mentaux de Charlie Munger, tu vas devenir extraordinairement un penseur extraordinaire. Pas du tout. Ça ne suffit pas. Les modèles mentaux sont juste une penderie à laquelle tu accroches tes connaissances. D'accord? C'est juste la théorie c'est le cadre, c'est la structure. Munger parle d'une latticework, un treillis parce que si tu veux, toutes ces théories sont interconnectées. D'accord? Les théories sont
sont abstraites et les expériences sont concrètes. Donc une théorie, tu vois, la loi de Pareto, c'est quelque chose d'abstrait, tu peux l'observer nulle part concrètement dans le monde, c'est juste une compréhension, une interprétation de la réalité. Par contre, le fait que tu classes, tu mets toujours les mêmes chaussettes, les mêmes 3 paires de chaussettes, ça c'est une situation concrète dans laquelle on peut observer la théorie Pareto. D'accord? Donc, on va pouvoir accrocher nos expériences de cette manière, en observant finalement concrètement qu'est-ce qu'on fait. Ah bah tiens, là, je me rends compte que c'est l'offre et la demande. Ah ben tiens, là, il y a aussi de l'urgence, etc. Donc du coup, tu vois, le principe d'urgence, c'est un autre modèle. Du coup, on va pouvoir accrocher nos expériences comme ça sur ces théories. Donc, on peut interpréter la réalité. On peut parler d'instanciation des modèles. Et c'est, en gros, le gros du boulot, c'est de pratiquer ces modèles, d'instancier ces modèles au maximum. Et donc là, Charlie Munger nous parle notamment du cercle de compétences. C'est-à-dire que, tu vois, si tu connais les modèles, ça ne veut pas dire que tu vas être capable de prendre des décisions dans n'importe quel domaine facilement. Il va falloir avoir une spécialisation, connaître un problème, connaître un domaine spécifique où vraiment tu peux être le meilleur. Et donc, comment tu fais ça? C'est à force d'être exposé encore et encore et encore et encore à ce domaine-là. Et tu vas voir toutes les subtilités de ce domaine. Quand je dis domaine, c'est pas une discipline, hein, c'est vraiment autour d'une problématique, autour d'une niche spécifique. Je détaillerai tout ça la semaine prochaine, mais dans les grandes lignes, c'est ça. Troisième principe, utiliser ces modèles pour comprendre et reproduire des résultats exponentiels. Donc, dès que tu comprends les modèles individuellement, ensuite tu vas te rendre compte que dans une situation donnée, il y a plusieurs modèles, parfois, qui se combinent. Et ça, la force de ces modèles est multiplicatrice. C'est ce qu'on appelle un résultat exponentiel. Donc du coup, quand tu comprends ces modèles de base, ça te permet d'identifier plus facilement ces exponentiels. Munger appelle ça un Lollapalooza. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça le fait marrer. Et donc du coup, c'est une exponentialité. Si tu as une vidéo virale, c'est un Lollapalooza. Et donc, quels sont les modèles à l'œuvre derrière? Quelles sont les forces à l'œuvre derrière? Et donc du coup, derrière, on a des modèles pour identifier ces forces. Et c'est ce qui nous permet de voir des schémas. Oh tiens, là, il a utilisé l'urgence. Là, il y a une question d'offre et de demande. Là, il y a aussi, tu vois, il y a différentes tendances psychologiques, donc de l'incentive, etc., etc. Et donc, du coup, on commence à voir ces modèles en action et comment ils interagissent ensemble. Et c'est ce qui nous permet de mieux comprendre la réalité. Et donc, ensuite, de dire, quand moi, je crée un contenu, au lieu de chercher un putain de template, j'ai ces pièces, tu vois, ces principes premiers que je peux réassembler pour moi-même créer un contenu qui va péter sa race. Et ça, c'est le truc qui est souvent très mal compris, mais une fois que tu le captes et que tu veux développer une fluidité avec ces modèles, que ça soit instinctif, tu vas développer une pensée indépendante. Parce que vu que t'as plus la structure, genre un framework préimposé, un template où tu remplis les cases, à la place, tu as les modèles qui sont les plus solides pour interpréter la réalité qu'on connaisse, et ça te permet justement de voir les choses à un niveau beaucoup plus fondamental. C'est beaucoup moins ésotérique. Tu vois le principe de black box, de boîte noire. Tu mets un truc d'un côté, il ressort quelque chose de l'autre. Tu peux pas vraiment l'expliquer. Typiquement, une IA, c'est ça. Tu vois, t'as un LLM, tu fais un prompt, de l'autre côté, il y a quelque chose qui sort. Tu sais pas le processing qu'il y a eu entre deux. Tu t'amuses avec l'input et à l'output, il y a quelque chose qui va sortir. Et quand c'est plus ou moins content, tu gardes le truc. Mais il suffit que l'algorithme au milieu, il change et ça marche plus. Avec un framework, c'est la même chose. Là, t'as un petit framework de contenu. Tu joues avec ce framework, ça marche, tu commences à faire des vues, des ventes, etc. Et tout d'un coup, ça marche plus. C'est une boîte noire, tu sais pas pourquoi. Alors que quand tu comprends les modèles, t'as pas de boîte noire, parce que c'est toi qui agence, c'est toi qui construis ce système, c'est toi qui construis cette boîte. Et donc du coup, quand elle marche plus, tu peux l'ouvrir, regarder dedans et essayer de comprendre pourquoi. Ce qui te donne justement une pensée indépendante. Et elle est absolument indispensable, cette pensée indépendante, dans un monde où il est très compétitif, parce que pour faire de l'argent, il faut contredire la masse et avoir raison. D'accord? En principe, la masse a raison. D'accord? La masse, en principe, elle a raison. C'est statistique. Par contre, de temps en temps, elle a tort. Et quand elle a vraiment massivement tort sur un truc et que toi, tu as raison sur ce truc suffisamment longtemps, tu fais beaucoup d'argent. Mais il n'y a pas de recette toute faite, justement, parce que tu dois contredire les recettes pour arriver à ce truc, d'accord? D'où cette importance d'apprendre de cette manière. Alors, c'est plus fastidieux d'apprendre comme ça, mais avec l'IA, ça va être vraiment amplifié. Et enfin, donc les 3 premiers principes, je les répète. Créer une structure de théorie avec des modèles fondamentaux des disciplines fondamentales, accrocher les expériences directes et indirectes sur cette structure de théorie, utiliser ces modèles pour comprendre et reproduire les résultats exponentiels, donc pour identifier les facteurs qui se combinent. Et enfin, le 4e, ça c'est complémentaire,
focalise-toi sur la collection des erreurs et non des succès. Munger, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il observe une situation, il observe pourquoi ça a merdé, plus que pourquoi ça a marché. Ah bah tiens, là, cette société, elle a fait faillite, bam. Ah bah tiens, lui là, il est mort. Ah bah tiens, tu regardes quelle était la grosse erreur et quelle est la combinaison de facteurs qui a provoqué cette chute. Parce que la combinaison de facteurs, elle peut aller positive comme négative. Et elle va plus souvent de manière négative que de manière positive. Tu vois, une faillite, finalement, c'est un Lollapalooza négatif. Et donc, du coup, Munger, ce qu'il faisait, c'est qu'il cherchait toutes ces grosses erreurs donc il analysait ces situations avec ces erreurs et comme ça, il les évitait. Et donc, on revient sur cette idée de la sagesse qui est d'éviter les erreurs au lieu de les résoudre. Et ils le disent très bien, Munger et Buffett, on n'a pas appris à résoudre des problèmes complexes, seulement à les éviter. Ce qui est extrêmement smart. D'accord? Et il y a tu peux obtenir beaucoup de choses dans la vie simplement en évitant de te mettre dans des situations compliquées. Et donc, ils cherchent des business simples qui peuvent être dirigés par des débiles et ils mettent des gens extrêmement intelligents à la tête pour gérer ces business de débiles et c'est comme ça qu'ils ont quelque chose d'extrêmement résistant. Bref, j'aurai l'occasion de réapprofondir ça. Donc ça, c'est pour la partie jugement. Et donc, comme je t'ai dit, la section est un peu trop longue, donc du coup, je réserve dans la newsletter, le podcast la semaine prochaine, le détail de ce que je viens de t'expliquer ici. Donc, on a la partie rationnelle là que je viens de t'expliquer, le jugement, mais ça ne suffit pas pour être sage, parce qu'en tant qu'humain, on est irrationnellement prédictible, parce qu'on a des émotions, ce qui m'amène à la deuxième partie, l'équanimité. L'émotion altère le jugement. D'accord ? Notre ego dissimule nos faiblesses, nos peurs nous éloignent des actions clés, nos colères provoquent des regrets. Et donc, l'équanimité, c'est ta capacité à être serein dans le chaos. Donc, c'est-à-dire à améliorer la qualité de tes décisions. Parce que quand tu dois prendre une décision face au stress, tendance à l'influence du stress, c'est un des biais, des tendances très connues en psychologie, elle altère ton jugement. Et donc du coup, apprendre à gérer ses émotions permet de prendre de meilleures décisions. C'est assez logique, hein, je veux dire, tu le vois, hein, quand t'es de mauvaise humeur, tu t'engueules avec ton conjoint, ta conjointe, tu hurles dessus des trucs que tu penses pas, et le lendemain tu le regrettes parce que t'avais un jugement altéré, et donc quand tu prends des décisions dans l'urgence, dans la peur et tout, forcément, on prend des décisions à la con. Donc celui qui ne dompe pas ses émotions est victime de lui-même. On a Platon, pour citer un petit peu des gens intéressants. La première et la plus grande victoire est de se conquérir soi-même. Être conquis par soi-même est de toutes les choses la plus honteuse et la plus vile. Et on est très facilement conquis par nous-mêmes, je te la refais pas. Voilà, donc quelques outils pour se conquérir. Je suis pas un expert là-dedans. Par contre, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Alors, on a la méditation en pleine conscience, qui est très connue, notamment Vipassana. Thérapie cognitive comportementale, donc TCC ou CBT en anglais. D'accord, Cognitive Behavioral Therapy. Et la dernière qui est très peu connue, dans le mainstream, mais qui a énormément, il y a à peu près 800 études dessus. Et vraiment empirique, on a des chiffres solides, ça marche vraiment bien. C'est la thérapie d'acceptation et d'engagement. ACT. Donc, voilà. Le but commun de ces approches, c'est la prise conscience de tes schémas de pensée. On cherche pas à diagnostiquer un traumatisme profond, à expliquer pourquoi tu fais ci ou ça. Ça nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est simplement d'observer les schémas. Et donc, pour penser à un schéma, très vulgairement, tu peux penser, alors il y a pensée, émotion, action. Donc tu peux avoir une pensée qui amène une autre pensée, qui amène une troisième pensée, qui amène une émotion, qui amène une quatrième pensée, qui amène une cinquième émotion, qui amène une action. Tu vois, tu vas vraiment avoir c'est le bordel, hein, l'un trigger l'autre, et donc du coup tu te retrouves très vite dans une cascade. On retrouve d'ailleurs cette notion de Lollapalooza, hein, d'accord, une grosse émotion forte, c'est un Lollapalooza. Et donc l'idée, c'est qu'avec ces thérapies, avec ces approches, tu peux identifier la première pensée ou une des premières pensées de la chaîne et la court-circuiter pour créer une autre habitude. Et donc tu casses le schéma, et donc du coup, le nouveau comportement ou l'émotion indésirable est annulé. D'accord ? Voilà, tu peux te renseigner par toi-même. Moi aussi, ce que je conseille de faire, c'est de tester 3 à 10 psychologues qui maîtrisent ces thérapies. Comme ça, tu identifies le meilleur, parce qu'il y a beaucoup de PNQ, hein, on va dire ça comme ça, en psychologie. Mais il y en a certains qui sont bons. Surtout, un point important, fixe un objectif mesurable avec les psychologues. Parce que les psychologues, t'arrives en thérapie, ils commencent à te faire une psychothérapie à 2 balles, et tu dépenses ton fric, t'arrives 6 mois plus tard. Est-ce qu'on a progressé, est-ce qu'on n'a pas progressé ? On n'a rien mesuré, on n'a rien fait, on a juste passé, voilà. Donc, ça vaut que dalle. Tu arrives, tu mesures, ok, voilà ce que je veux faire. Concrètement, j'ai ce comportement bloquant, j'ai cette émotion bloquante, je veux améliorer ça.
commençons par pouvoir mesurer ça. Donc, comment je peux mesurer mes progrès? Tu lui demandes son aide pour fixer l'objectif. Et il dit, voilà, j'aimerais qu'on puisse, comme ça, réévaluer cet objectif de semaine en semaine. Moi, tous les jours, je vais faire un suivi et on va travailler ensemble et je vais avancer là-dessus. D'accord? Si c'est pas mesurable, ça sert à rien. Donc, si tu vois que le psychologue, il dit, ouais, on peut pas mesurer, machin tout, il dit, ok, bonne journée. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie équanimité. Donc, le but, atteindre la sérénité. Donc, quand c'est le gros bordel et que tu restes serein, tu vois, il pense à Bruce Willis, t'as une météorite qui tombe dans le bar, il y a 14 commandos qui arrivent, machin, il y a un incendie, il y a tout ce que tu veux qui se pète en même temps, et le mec, il finit sa bière tranquillou. Voilà. Pour le côté un petit peu, c'est comme moi qui ont grandi avec les années 80. On est dans cette idée-là. Donc, tu vois à quel point c'est amusant. Je veux dire, quand tu es entrepreneur, enfin, on est dans un environnement chaotique par définition. Et souvent, c'est ça qu'on cherche à éviter, tu vois, en tant qu'entrepreneur, c'est que face à l'incertitude, face à toutes ces problématiques, on a plutôt envie de se cacher, de se réfugier et de prendre une voie plus safe, et c'est comme ça qu'on échoue. Donc, l'équanimité nous permet d'être plus serein face à des situations plus tumultueuses, et donc, on va pouvoir viser plus grand et prendre des meilleures décisions. Troisième partie de la sagesse, et dernière partie, l'autonomie. Donc là, on a à nouveau une petite citation de Lao Tzu. Maîtriser les autres est une force, se maîtriser soi-même, c'est le véritable pouvoir. L'autonomie, c'est pour moi l'avantage concurrentiel du 21e siècle. C'est vraiment l'avantage ultime. Parce que si tu es capable d'agir par toi-même, tu peux mettre en œuvre les stratégies long terme et les exécuter sans vache. Le problème, c'est que, tu vois, je veux dire, un employé, il a une structure. On dit, voilà, on te met dans un environnement, tu bosses. Si tu bosses pas, on te vire. Si tu bosses bien, t'es rémunéré, t'es récompensé, en principe, hein, si ça se passe bien. Et tu vois souvent, enfin moi j'entends souvent des gens dire, ouais, moi j'arrive pas à être productif en télétravail. Je sais par définition que c'est quelqu'un qui a une faible autonomie. C'est-à-dire qu'il n'est pas capable de se motiver par lui-même. Il n'est pas capable, en fait, de mettre en place un environnement qui canalise ses actions en direction de ses objectifs. L'autonomie, c'est ça. C'est cette capacité à agir en direction de ses objectifs par soi-même. C'est pas quelqu'un d'autre qui fixe ses objectifs pour toi et qui dit, tu fais ça ou tu vas être dans la merde. C'est toi-même qui le fais pour toi. C'est très difficile, ça demande une maîtrise de soi. D'ailleurs, comment on développe son autonomie, c'est en construisant donc les 3 étapes que je t'ai décrites. Tu as le jugement en premier, l'équanimité en deuxième et l'autonomie en troisième. Imagine une pyramide, hein, d'accord? C'est on peut dire comme ça, celui qui régule son jugement, régule ses émotions. Celui qui régule ses émotions, régule ses comportements. Celui qui régule ses comportements a atteint la maîtrise de soi. On est sur une nuance, d'accord? On n'est pas sur du on-off. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour atteindre l'autonomie, tu veux reconfigurer ton environnement pour rendre inévitables tes objectifs. C'est un truc qu'on entend souvent. Tu réorganiser ton environnement pour rendre, pour faciliter l'exécution. On l'entend souvent. Je vois très peu de monde le mettre vraiment en œuvre. C'est prends une idée simple et prends-la au sérieux. Hein. Cette idée, elle est très puissante. Donc je vais te donner des exemples. Et vraiment, ça faut vraiment être un psychopathe là-dessus parce que c'est tellement puissant. Moi, c'est la première chose que je fais quand je vois que je déborde, que j'ai une déviation entre mon comportement et l'objectif fixé. Qu'est-ce que je peux réorganiser dans mon environnement? Avant même d'essayer de diagnostiquer un trauma profond de mon enfance ou je sais pas quoi, ok, qu'est-ce que je peux concrètement faire de manière très superficielle, mettre en œuvre pour faciliter le comportement? Parce que peut-être, si tu peux résoudre le problème de manière superficielle, qu'est-ce que tu vas t'emmerder qu'une psychothérapie, tu vois? Je veux dire, pour rien trouver au final. Donc, on organise son environnement. Alors on a le modèle très simple des frictions. On a les frictions négatives et les frictions positives. Donc, facile. Les frictions négatives, c'est qu'est-ce qui basiquement empêche les bons comportements, les comportements désirés, d'accord? Donc là, quelques exemples pour te donner une idée de frictions négatives à supprimer. C'est plus important de supprimer les frictions négatives que d'ajouter les frictions positives, selon moi. Ouais. Donc, supprimer les tentations, d'accord? Le smartphone à côté de toi, le chocolat dans les placards, tout ce genre de... Quelle tentation? C'est-à-dire, quelle distraction, tentation peut te sortir finalement de ce qui est important pour toi? C'est-à-dire, si tu sais que tu vas prendre ton téléphone, au lieu de te concentrer, mais que tu le laisses à côté de toi, quand tu travailles, c'est comme si tu faisais un aveu que tu n'avais pas envie vraiment de réussir à travailler. Tu dis, voilà, je refuse de sacrifier mon téléphone pour mes objectifs. Donc, il y a une notion émotionnelle derrière tout ça. Deuxième truc, simplifie tes procédures et outils, toujours dans les frictions négatives. Donc, simplifie tes procédures et outils. Souvent, on a trop d'outils, on a trop de process, c'est trop compliqué. Comment on peut revenir à des choses beaucoup plus simples, plus essentielles?
pense loi de Pareto, on a quelques actions qui provoquent la majorité des résultats, vire le reste, même si le truc, c'est ce qui est difficile à appliquer à la loi de Pareto, bon, déjà, il faut avoir fait le 100% pour identifier le 20%, ensuite, il faut se poser et réfléchir, ça déjà, c'est pas donné à tout le monde, et ensuite, je suis un peu cynique, et ensuite, une fois que tu t'es posé et tu as réfléchi, tu vas, le problème, c'est que tu as le 80%, donc le 20% qui produit le 80%, mais tu as aussi le 80% qui produit le 20%. Et le problème, c'est que les gens refusent de tirer un trait sur ces 20%, parce que c'est l'aversion à la perte. Dire, t'as vu comme je réfléchis, là, c'est des modèles mentaux basiques. Hein. L'aversion à la perte, c'est un modèle, psychologique. Bref. Donc, ils refusent de tirer un trait sur ces 20% parce qu'ils voient, ils disent, ah bah tiens, tu vois, mettons, j'ai souvent discuté avec des entrepreneurs, ça je le vois en consulting. Je dis, bah tu fais 50 000 par mois, tu me dis que tu veux faire 100 000 par mois, bah faut qu'on mette ça en place, donc on met en place le 20%, donc on prend niche down, donc on va identifier une cible plus spécifique. Par contre, bah on identifie le 20% qui génère les 80%, ce qui veut dire que tu vas avoir un recul du chiffre d'affaires, facile, justement entre 10 et 30%, des fois même plus, à un certain temps, avant de pouvoir ensuite nouveau multiplier tes résultats, et là tu peux faire x2, x3, x4, x5 avec ce genre d'approche. Et le problème, c'est que sur le court terme, tu retires le 20% des résultats. Tu retires le 80%. D'accord? Et il y a une inversion à la perte qui est très forte. Non, moi je veux pas perdre ces 20%. Même pour gagner 3 fois ce que je gagnais maintenant, sur le moyen terme, la plupart des entrepreneurs refusent de prendre ce risque. Parce qu'ils ont une aversion absolue à ça. Donc, c'est humain, hein, mais le problème, c'est que justement, quand tu veux changer, tu veux passer à un nouveau palier, souvent, il y a un truc à sacrifier, et notamment des résultats sur le court terme. C'est comme ça, c'est la nature, ma foi. Troisième chose, toujours dans l'élimination négative, des frictions négatives, donc tu supprimes les activités moins importantes, d'accord? Quels sont les trucs qui t'apportent moins de joie, moins de bonheur? Pense aussi en rendement décroissant, tu vois, par exemple, si tu manges un carré de chocolat, c'est extrêmement plaisant. Si tu manges toute la plaque, le dernier carré de chocolat, tu auras peut-être une fraction du plaisir comparé au premier carré de chocolat. On peut voir la même chose matériellement. Avoir une maison où tu as de l'espace, c'est super. Dès que tu achètes un manoir, tu as un rendement dégressif sur le bonheur par rapport à la taille et le luxe, pardon. Et par contre, tu scales les emmerdes, et les emmerdes, elles. Donc ça veut dire que pour chaque, on va dire, mètre carré, bah, tu as moins de plaisir, mais toujours exponentiellement plus d'emmerdes. Ce qui fait qu'à un moment donné, et d'ailleurs il le dit Buffett, je crois, il veut pas acheter une plus grosse maison parce qu'il sait que ça va le rendre plus malheureux que la maison qu'il a maintenant. C'est pas parce qu'il est pingre, c'est parce que il est très bien dans cette maison, et il sait qu'une plus grosse maison, ça va plutôt amener des emmerdes, et il y a un rendement décroissant sur le bonheur matériel. Et c'est pour ça on dit, est-ce que l'argent fait le bonheur ou pas? Il y a un rendement décroissant. C'est-à-dire chaque euro gagné, à partir d'un certain stade, quand tu commences, je sais pas, tu gagnes 10 millions par an, si t'en gagnes 15, t'auras pas le même plaisir de gagner 5 millions de plus que si tu passes de 0 à 5. D'accord? Et donc, on supprime les activités moins importantes, ou bien on les compresse. Dire, ça ne sert à rien de regarder 4 heures Netflix. Peut-être que je ferai juste une demi-heure, un épisode Netflix. Comme ça, je tire beaucoup plus de plaisir à regarder mon épisode. D'accord? C'est rien que je mange tous les jours des pizzas. Je peux en manger une par mois. Je tirerai beaucoup plus de plaisir quand je vais manger ma pizza. D'accord? Donc, on peut réfléchir comme ça. Et enfin, dernier point, c'est très, très commun, mais toujours même bon de le mentionner. Éloigne-toi des personnes négatives. Et quand j'ai négative, encore une fois, c'est les personnes qui te freinent en direction des objectifs. On a ensuite les frictions positives. Donc là c'est l'inverse. Hein. Qu'est-ce qui favorise les bons comportements? Je vais aller assez vite. Donc tu peux injecter du sens à l'aide d'une vision précise. Hein. Plus tu sais ce que tu veux concrètement, et plus cette vision elle t'inspire, plus tu auras envie d'agir en cette direction. Donc tu vas avoir le fait de construire une vision, des objectifs, des projets, des actions, comme ça, avoir une pyramide. Ça te permet de connecter la petite action chiante de maintenant à la grande vision finale. Et c'est ce qui te donne, c'est ce qui t'apporte entre autres l'autonomie, l'envie d'avancer, etc. Deuxième chose, trouver un partenaire d'entraînement. Ça, c'est très très puissant. Je dis entraînement, ça peut être entraînement sport comme business. Et tu sais, demande-toi si tu veux créer, je sais pas, tu dis ok, il faut que je crée tous les jours un contenu sur LinkedIn ou sur Facebook ou peu importe, ou sur YouTube. J'appelle Zoom avec quelqu'un qui veut faire la même chose. Et le première heure le matin, on s'appelle, on met sur mute et on bosse ensemble. Ensuite, planifie ta journée de demain. C'est encore une fois, on simplifie les actions. Définis tes intentions d'implémentation. Donc ça, pour créer des habitudes, c'est extrêmement puissant. Je crois que ça double à peu près les chances que tu implémentes l'habitude, un truc du style. Et donc là, tu te dis, quand déclencheur, alors action. Tout simplement. Tu cales l'habitude. Quand X, alors Y. Et comme ça, tu sais précisément. Quand je sais que j'ai après manger, alors
marche. Moi, je sais que chaque fois que j'ai fini de manger, je vais faire une petite balade. Et si pluie, vélo d'appartement. D'accord? Donc, tu peux rajouter des petites conditions comme ça en cas de problème. Parce qu'avant, c'était quand j'ai fini de manger, alors marche. Ah, il pleut. Et du coup, je skip la marche. Ah, il y a un problème. Comment je peux faire? Ah ben tiens, vélo d'appartement. Une petite condition. Et voilà. Donc du coup, tu vois, tu peux. Ça, c'est le but, c'est d'être extrêmement clair dans ta tête sur la condition. Bah, si tu dis, ok, j'ai envie de m'entraîner, faut que je fasse du sport, et que tu dis, il faut que je sois un moment dans la semaine, mais que t'es pas clair, il y a à aucun moment tu auras un déclencheur précis qui te dira, ah, je dois faire ça en telle quantité à tel moment. Moi, je sais, je fais du bodybuilding 3 fois par semaine, le lundi, le jeudi, le samedi, à 16h30 et à 2h. Donc là, ce sera aujourd'hui, dans quelques heures, avec mon partenaire d'entraînement. Et on sait chaque jour quel exercice on fait. Et on sait qu'on commence, on fait notre exercice, et quand on a fini, on peut s'en aller. Et on n'a pas besoin de réfléchir, on fait nos trucs, basta. Donc ça c'est largement sous-estimé dans l'organisation. Ensuite, mesurer et gamifier ta progression, c'est un petit peu plus dur à faire, mais c'est très important. Mesure toi, tu peux mesurer en sport, tu peux mesurer ton tour de taille, tu peux mesurer ton poids, tu peux mesurer, tu as différentes mensurations. Tu peux mesurer les actions, le nombre de fois que tu vas à l'entraînement, les poids que tu soulèves, le nombre de kilomètres parcourus, etc. Et donc du coup après tu peux gamifier, donc tu peux rendre ça visuel avec des petits graphiques. Et puis quand tu atteins certains paliers, tu peux te créer des petites récompenses. Il y a différentes manières, je vais pas rentrer en détail sur la gamification, j'en ai parlé, mais des petites récompenses, ça peut être des points. Si tu es en groupe avec qui obéit à un même système de points, ou une token économie comme on appelle, tu dis tiens, dès que j'ai gagné tant de points, j'atteins tel statut. Tu vois, genre, dès que j'ai atteint tel tour de taille, je deviens un super saiyan, tu vois. Et donc du coup, tu peux gamifier comme ça, ou alors tu peux aussi t'offrir un voyage, des vacances, peu importe. Engage-toi publiquement. Donc signer un contrat, ça peut être avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Quand c'est plus formel, ça a tendance à plus t'y tenir. Récompense tes succès, tout simplement, félicite-toi, fais-toi des petits plaisirs, et puis punis tes écarts. Il y a un truc qui marche assez bien pour moi, c'est la technique du Whiskas, donc la boîte pour chat, c'est-à-dire que je dis, je dois faire tel exercice tous les jours, et envoyer une photo pour prouver que je l'ai fait à un partenaire d'entraînement, et si je l'ai pas fait, il va me forcer à bouffer une boîte pour chat. Et tu donnes ça à quelqu'un qui aurait un grand plaisir à te voir bouffer cette merde. Et je te garantis que tu rates pas un seul exercice. Parce que là, t'as une punition immédiate. Genre, si je le fais pas aujourd'hui, c'est pas grave, je pourrais le faire demain, j'ai déjà pas mal fait. Ah non, si je le fais pas aujourd'hui, je dois bouffer une boîte pour chat. Bon, je vais le faire. Même que j'ai 42 de fièvre, je vais le faire. Bon, tu mets des petites, des petites conditions, genre si t'es malade, ou on est d'accord. Mais genre, à défaut de grosses excuses valables, d'accord, un deuil ou une maladie, un truc du style, tu fais ton truc. Voilà, donc, pour les frictions positives et négatives, en cours de route, là, tu es en train de mettre en place ton système, ton environnement, tu veux itérer pour voir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Et pour faire ça, tu vas identifier les erreurs. Donc là, je te renvoie au jugement. Hein. Donc, un outil très utile, c'est celui de Redalio, c'est douleur plus réflexion égale progression. Donc, dès que tu identifies quelque chose de douloureux, frustrant, désagréable, tu sais qu'il y a une friction derrière qui est négative, un résultat dont tu es pas content. Tu te poses, tu réfléchis, tu cherches ce qui bug dans ton système, et tu itères. Tu dis, ok, je vais essayer de faire ça plutôt comme ça. Tu vois, on avait un entraînement, nous, body avec les jambes, qui était trop lourd pour nous. Donc on a un peu allégé le truc, on a changé. Et du coup, on a nouveau plaisir à y aller. Parce qu'on commençait à plus avoir de plaisir à y aller. C'était un peu trop violent, donc du coup on a un petit peu allégé et on remonte maintenant gentiment en difficulté. Y a pas de mal à ça, tu vois, d'accord? Ou alors ça peut être réorganiser ton environnement, simplifier tes systèmes. Et donc après, tu vois, tu peux passer en revue ces différents types de frictions. C'est pas exhaustif, hein, il y en a d'autres. L'idée, c'est vraiment de penser qu'est-ce que je peux retirer pour faciliter mon comportement et inversement. Donc voilà, tu identifies le jugement, tu identifies les problèmes, tu peux penser avec tes modèles de fond pour justement mettre en place tes systèmes. Ce qui nous amène à la compétence suivante, les systèmes. On va essayer d'accélérer un petit peu. Le but des systèmes, on va dire comme ça, c'est échapper à la hamster wheel. Donc, pour échapper à la hamster wheel, systématise ta sagesse. Les systèmes sont l'amplificateur de ta sagesse. D'accord? Tu prends système, ça peut être des systèmes technologiques, ça peut être des procédures, ça peut être de l'IA, ça peut être Zapier, peu importe. Puis je vais t'expliquer ça tout de suite. Si ta sagesse, donc ta prise de décision, elle est mauvaise, tes actions sont mauvaises, les systèmes vont amplifier la merde.
Ok, donc c'est pour ça que j'ai commencé par la sagesse. Petite citation de Ray Dalio qui m'a inspiré cette pensée en machine, comme on appelle, qui nous dit « Faites la distinction entre votre rôle d'ingénieur et votre rôle d'opérateur au sein de votre machine. La plupart restent bloqués dans le rôle de l'opérateur. Si vous arrivez à différencier ces deux rôles et qu'il est plus important d'être un bon ingénieur de votre vie plutôt qu'un bon opérateur, alors vous serez sur le bon chemin. » C'est-à-dire, on pourrait résumer ça, travailler sur ton business et pas dans ton business. Donc le mindset, c'est ça, c'est arrête de courir après tes objectifs, fabrique une machine qui les atteindra pour toi. Donc la machine, elle est constituée de deux types d'éléments. Machine, pour comprendre comment configurer une. La première, c'est les procédures. C'est la recette pour obtenir un résultat donné. Ça inclut l'environnement. Et deuxième, c'est les agents. C'est l'intelligence, qu'elle soit humaine ou artificielle, qui exécute la procédure. Donc, exemple, rédaction d'un contenu, c'est une procédure. Le créateur, c'est l'agent. À chaque fois que tu rédiges un contenu, tu as l'opportunité d'améliorer le système. Donc là, tu fais un cycle ou une itération. Et à chaque itération, tu vas te poser la question, qu'est-ce qui a merdé? Quelle était la friction? Qu'est-ce que je peux améliorer? Et donc, pour optimiser, tu as un petit framework en 5 étapes que tu veux suivre dans l'ordre. Donc, éliminer, simplifier, accélérer, automatiser, déléguer. Donc, éliminer, qu'est-ce qui est superflu, hein, d'accord? Dans le doute, supprime. Parce que si tu supprimes un truc qui est essentiel, tu le sauras. C'est le seul moyen vraiment de savoir si c'est essentiel, c'est de le virer. Tu sais, moi, je suis un expert dans cette merde, c'est de vouloir complexifier les choses. Et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas de figure. Je me suis compliqué la vie sur plein de choses et maintenant, je dis, ok, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Si je me pose la question, je dis, je le vire. Et puis si c'est la merde, c'est que j'en avais besoin et peut-être que je pourrais juste réinsérer juste une partie du système que j'ai viré. Est-ce que j'ai besoin d'un second cerveau? Je le vire. J'ai viré pas mal de notes. Est-ce que ça m'a posé problème? Non. Par contre, ça m'a libéré l'esprit. Putain, j'ai bien fait d'éliminer. Il m'a fallu des années pour lâcher prise là-dessus. Donc, élimine. C'est pas grave. Si tu en as besoin, tu peux toujours, au lieu de le jeter à la poubelle, tu le mets dans un coin et tu dis, voilà, je l'archive et si j'en ai besoin, je le ressors. On me raconte la plupart des choses. T'as bien fait de les éliminer. Elon Musk nous dit, si vous n'avez rien besoin, si vous n'avez pas besoin de réhabiliter des choses que vous avez supprimées, c'est que vous supprimez pas assez. Donc, éliminer. Deuxième étape, simplifier. Donc, ce qui est essentiel, donc ce qui n'a pas été éliminé, il y a de la complexité. Donc, qu'est-ce qui est compliqué? Qu'est-ce que tu peux standardiser? Donc là, on est typiquement aussi sur du Pareto. Les deux premiers, c'est Pareto. Hein. Troisième même, c'est Pareto aussi. Donc, accélérer. Donc là, je te parlais de cycle, d'itération avant. Genre, tu vois, si je crée un contenu, ça me prend 2 heures pour créer le contenu. Comment le faire en 1 heure? On accélère ici. Qu'est-ce que je peux faire? Souvent, l'accélération revient aussi à éliminer ou simplifier. Et voilà, c'est une troisième question. Comment je peux accélérer le truc? Je peux aussi mobiliser plus de ressources, d'accord? Donc, qui nous amène au 4e point, automatiser, d'accord? Quelle partie est répétitive? Et 5e point, déléguer. Quelle partie possède le plus faible retour sur investissement pour moi? Parce que quand tu délègues, en fait, tu cherches, sur, exemple, si tu as ta semaine, tu fais, 60 heures de boulot, il y a des heures qui sont, créer un contenu qui est difficile à déléguer, et puis il y a des heures, genre, de l'administratif où c'est beaucoup plus facile à déléguer. Pourtant, ça te prend le même nombre, 1 heure, ça reste 1 heure dans ton emploi du temps. Tu vois, je veux dire, 24 heures, les heures sont linéaires. Donc, si tu peux déléguer un truc qui te prend du temps, mais qui a un faible retour investissement, qui est plus facile à déléguer, ça va te coûter moins cher, ça va être plus facile à déléguer, et ça va quand même te ramener du temps. Donc, c'est du temps que tu rachètes à bas prix. On peut voir ça comme ça. Donc, on commence par déléguer le temps le moins cher. Si tu enfreins cet ordre, donc éliminer, simplifier, accélérer, automatiser, déléguer, tu scales l'inefficience. Parce que si tu délègues un truc qui est pas optimal, qui est pas bien optimisé, tu délègues la merde. Voilà. Au passage, le plus gros levier, c'est l'automatisation. On a Noah Kagan, qui est le cofondateur de AppSumo, si tu connais. Il nous dit l'automatisation est le chemin le plus rapide vers la liberté. J'aime bien cette petite citation. J'irai même plus loin. J'ai une petite vérité brutale là derrière. Donc, ceux qui ne maîtrisent pas la technologie sont les illettrés du 21e siècle. Donc, quand tu dis, moi, je suis pas très à l'aise avec les ordinateurs, c'est comme si tu disais, moi, je suis pas très à l'aise pour lire des livres. Je suis pas très à l'aise pour lire, tout simplement. Attends. Il y a un moment donné, faut vivre avec son temps et t'as pas besoin d'être un programmeur hors norme, bien que ça puisse aider de connaître la programmation, mais tu veux maîtriser l'informatique. Je veux dire, il y a pas d'excuse. Aujourd'hui, l'informatique, c'est très accessible. C'est surtout une croyance que tu as, genre, je suis pas tech-savvy, c'est pas tellement mon truc. Intéresse-toi-y, parce que si je te dis travailler moins, gagner plus, technologie, vas-y. Donc, je dirais même, pour te préparer à l'arrivée des agents IA, donc parce que là, on parle de LLM, tu vois, de ChatGPT, Gemini, etc., qui sont finalement, t'as un chat, tu discutes avec eux. L'étape suivante, c'est les agents, c'est
Imagine plusieurs GPT qui discutent entre eux, qui sont coordonnés, donc une équipe de GPT, et qui vont itérer sur un travail. Donc du coup, ils seront beaucoup plus autonomes et ils vont sortir des travaux bien plus puissants. Je sais plus qui disait ça, je crois que c'est Andrew Ng, un des gros de l'IA. Il me disait qu'avec avec des GPT 3.5 connectés en agent, il arrive à avoir un output digne de GPT-4. Donc avec GPT-4, on va pouvoir atteindre peut-être un GPT-5, et comme il y a GPT-5 qui va sortir avec les agents, il y aura un gros bond vers l'avant. Donc, pour te préparer à l'arrivée de ces agents, je te conseille de documenter ton travail. Quand tu veux stocker tes procédures, tes frameworks, tes préférences, réflexions, travaux, comme création de contenu, etc. Plus tu as de données qui sont stockées, plus l'IA pourra les utiliser pour s'entraîner, te comprendre et automatiser ton travail. Parce que tu sais en gros comment ça marche, hein, les LLM, tu lui balances un maximum de données pour qu'il apprenne, et le LLM va pouvoir consommer beaucoup plus d'informations. Par contre, il lui faut un plus gros paquet d'informations pour apprendre la même chose que l'humain. Nous, on est étonnamment autonome, genre avec une faible quantité d'informations, on peut déjà relativement apprendre pas mal de choses. Alors que l'IA, c'est plus difficile. Il y a différentes raisons à ça, mais bref. Donc, plus tu as d'informations à lui passer, mieux elle te comprendra. Et on va arriver très rapidement à cette autonomisation. Ce qui m'amène dernière partie de l'équation, branding. Donc, quand tu lis branding, pense simplement réputation. D'accord ? C'est la réputation qui te permet de créer des relations personnelles et professionnelles, créer un mouvement, une audience ou une communauté, augmenter tes prix sans subir la concurrence. D'accord ? Une marque, c'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur avantage durable face à l'IA. Un concurrent peut copier tes produits, mais pas ta marque. Je suspecte même que l'opérationnel va être amplifié par l'IA, donc on va pouvoir créer des produits de plus grande qualité en plus grande quantité. Hein. Tu vois, ça va être de plus en plus facile de créer des applications web, de créer des contenus, etc. Donc on va pouvoir créer en plus grosse masse. Donc ça veut dire que la partie produit, la partie livraison, va exploser en termes de concurrence. Par contre, la réputation des gens, elle est pas scalable. La réputation d'une personne, une audience, les relations sont pas vraiment scalables, tu vois. Pas de la même manière. Donc du coup, on va avoir les gens qui d'un côté il y aura énormément de produits à distribuer. Et donc de l'autre côté, ceux qui auront un réseau de distribution, d'accord, quand c'est marketing et vente, auront un avantage bien plus grand que ceux qui sont capables de construire des produits. C'est une spéculation, une simple intuition, j'ai pas approfondi le truc, mais j'ai une intuition dans cette direction. Donc à prendre avec des pincettes. Petit point, si tu veux prospérer, remplace générer du trafic par créer une réputation. Ça sert à rien. Enfin, je vois beaucoup de monde qui veulent juste faire des vues. Déjà, si tu fais le clown, tu cours à poil dans la rue. Certes, tu fais de la vue, mais qu'est-ce que les gens vont penser de toi? La réputation que tu développes, si elle est négative, c'est compliqué. Je crois que c'est Dan Kennedy qui disait on n'achète pas un clown. D'accord, donc tu peux faire le clown, tu vas être connu, mais tu vas pas, d'accord, tu vas pas avoir. Bref, comment on crée une réputation solide? 3 points, il y en a d'autres, mais les plus importants pour moi. Prééminence, transparence radicale, humilité et ouverture d'esprit. Donc, la prééminence, c'est simplement mettre les intérêts de la personne que tu sers au-dessus des tiens. Ça peut être professionnel ou personnel, hein. Dire, ok, je veux être utile, donc je vais tout faire pour servir l'autre. Il y a un gros effet de réciprocité. C'est un avantage énorme parce que la plupart des gens sont égoïstes, donc du coup, ils vont d'abord penser à eux avant de penser aux autres. Et pour créer de la relation, pour créer de la confiance, le meilleur moyen, c'est justement de dépasser les attentes. Et quoi de mieux que de traiter la personne en face de toi avec des standards encore plus élevés que les tiens. Dire, ok, je pourrais lui vendre ce truc à 5000. Il en a pas besoin. Par contre, il y a ce truc à 500 qui peut l'aider. Et ok, vous voulez acheter ça à 5000, moi je vous le déconseille. Je vous conseille plutôt d'acheter celui à 500. Alors, je vous conseille d'aller chez le concurrent et d'acheter ça parce que ça vous correspondra mieux. Ils n'ont pas l'habitude d'entendre ça. Tu crées instantanément une confiance, et souvent ce qui se passe, c'est que le mec il dit ok, lui je peux lui faire confiance, donc si tu peux lui dire voilà, moi je sers ce type de personnes qui ont ce type de problème, vous c'est pas votre cas, c'est pas mon budget, donc je vous le déconseille, allez plutôt là. Le mec il repense à un pote qui tombe dans l'exacte situation, il dit va chez lui, parce que lui il a de confiance, parce que lui il te vendra seulement si tu en as besoin. Prends un appel avec lui. C'est comme ça que je signe la plupart de mes contrats. Donc prééminence, première partie. Deuxième partie, transparence radicale. Dis la vérité même quand elle est à ton désavantage. Alors ça, c'est très difficile à faire parce que dire la vérité, c'est facile quand ça t'arrange. Quand ça t'arrange pas, c'est difficile.
Pourquoi dire une vérité qui nous arrange pas? Parce que, en étant transparent, tu démontres ta bonne foi, tu démontres ton intégrité, et donc, même si sur le court terme, ça peut te poser préjudice, sur le moyen long terme, ça va toujours être en ton avantage. Parce qu'on dit, ok, lui, il est de parole. Lui, ce qu'il dit, s'il le dit, c'est que c'est important, c'est que c'est vrai. Parce que si pendant temps, tu lances un business, toi, tu t'évites de prétendre que tu fais des millions alors que tu n'as jamais gagné un euro, tu le dis, voilà, j'ai jamais gagné un euro, je vais simplement documenter mon quotidien, ce que je fais, ce que je trouve intéressant, mes réflexions. N'hésitez pas à me faire un retour, hein, si je vraiment au point 3 après sur l'humilité et l'ouverture d'esprit, mais je vais être transparent avec vous sur combien je gagne, sur ce que je fais, machin et tout. Donc du coup, il y a une sorte de patience, et à un moment donné, il dit, tiens, là, je génère 10 000 balles par mois. Comment tu veux contredire la personne? Parce que jusqu'à maintenant, elle t'a dit qu'elle les faisait pas. Et d'un coup, elle les fait. Donc, en termes de réputation, de crédibilité, c'est quand même 10 crans en dessus. Seulement, ça prend du temps, mais ça prend beaucoup moins de temps que de mentir. Parce que mentir, ça te met à mal, c'est risquer ta réputation. Donc, dès que tu crées, en fait, dès que tu désynchronises la réalité avec tes paroles, finalement, c'est là où tu mets en danger ta réputation. On peut vraiment résumer à ça, le principe de réputation, c'est entre ce que tu dis et ce que tu fais ou ce que tu es. Plus il y a un fossé entre les deux, plus la réputation devient fragile. Troisième point, humilité, ouverture d'esprit. Accepte que ton opinion n'est peut-être pas le meilleur. Ça, c'est aussi très difficile, c'est une question de mettre son ego de côté. Parce que, tu sais, moi, combien de fois, j'ai discuté avec beaucoup d'amis entrepreneurs, certains qui sont plus avancés que moi, qui me disent un truc, ouais, ça c'est de la merde, machin, fais pas ça. Je suis là, non, mais maintenant, et je reviens 2 ans après chez eux, et je leur dis, ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. J'ai perdu 2 ans à être un gros con, tu vois. Et donc, faire preuve d'humilité, déjà, c'est bien pour apprendre plus vite, mais surtout aussi quand tu as quelqu'un en face de toi qui, au lieu d'essayer de te contredire, écoute ce que tu as à dire. Un exercice que moi j'aime bien faire, c'est que j'ai un ami qui est complotiste, à fond, vraiment, lui, la Terre, elle est plate, tu vois. Mais c'est un très bon type, au-delà de ça, c'est une personne qui va toujours te pousser en avant, mais j'aime pas son côté complotiste. Bref. Par contre, alors lui, il est à fond, genre, avec les reptiliens et tout ça. Mais du coup, je ferme ma gueule et j'écoute et genre, je lui pose des questions et je dis peut-être qu'il a raison sur certains points. Bon, je pense pas que la Terre est plate ou que la reine d'Angleterre c'était un lézard, mais il y a peut-être 2-3 trucs qui sont sa réalité c'est pas noir ou blanc, d'accord. Donc il y a toujours un fond de vérité derrière les trucs. Mais du coup, je l'écoute et ça me fait des jolies histoires au-delà parce qu'on regarde bien des films où on sait que c'est de la fiction, tu vois. Donc pourquoi ne pas approcher le même état d'esprit, et surtout ouverture d'esprit, et tu écoutes la personne. Parce que les complotistes, souvent, ils sont rembarrés, machin et tout, et donc leur réflexion, c'est vous êtes des moutons, renseignez-vous, donc tu fais que renforcer leur position. Ce qu'on appelle l'effet de rebond, ou backfire effect en anglais, qui est lié au biais de confirmation. Donc, je les écoute, ouverture d'esprit, et qu'est-ce qui se passe? Relation avec la personne, et tout d'un coup, de temps en temps, si tu écoutes une personne, tu comprends un truc que tu n'avais pas compris. Ah ouais, d'accord, il a dit ça. Si j'avais pas écouté, j'aurais pas vu cette nuance, et donc du coup, ça aurait pas cliqué. Parce que moi-même, j'ai un biais de confirmation, je crois que je comprends le monde tel qu'il est, que j'ai raison, mais je me plante sur plein de trucs, parce qu'il y a des objectifs que je veux atteindre que j'ai pas atteints. Si je les ai pas atteints, c'est parce qu'à un moment donné, ma vision, elle est pétée sur un élément. Et donc du coup, en écoutant d'autres personnes pour trouver des indices et détruire les idées, mes idées chères, pour les remplacer par des idées plus utiles, voilà. Donc au-delà d'apprendre, une fois, je veux dire, à quel point c'est agréable d'être en face de quelqu'un qui t'écoute et qui t'as pas l'impression qu'il te juge. T'as pas l'impression qu'il essaie de démolir tes arguments. Il est juste là. Ah oui, c'est intéressant. Est-ce que t'as pensé à ça? Ah ouais, ok, donc d'accord, ça. Il est plutôt dans la compréhension. Cherche vraiment à faire l'inspecteur, essaie de dire, au lieu de te dire, ok, ce qu'il dit c'est faux parce que moi je pense que, tu te dis, pourquoi il pense ça? Comment il arrive à cette conclusion? C'est quoi son schéma de pensée? Et tu déconstruis le truc. Et tu lui laisses expliquer. Et peut-être que lui-même, il trouvera un gap dans son raisonnement. Il te dira, tiens, là, donc ça et ça, comment tu sais que c'est vrai? Ah oui, effectivement, là, c'est une intuition. Et la personne, par réciprocité, elle va être aussi beaucoup plus ouverte, tu vois. Et alors, quand tu combines ces 3 choses, c'est magique. Prééminence, transparence radicale, humilité, ouverture d'esprit. Ça renforce, ça solidifie considérablement ta réputation, ça la rend antifragile, comme dirait Nassim Taleb. Et rappelle-toi, petite citation de Munger et Buffett, pour pas changer mes habitudes, il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous y réfléchissez, vous agirez différemment. 5 minutes. C'est tout ce qu'il faut pour détruire ton plus gros actif. Parce que sans confiance, personne ne te confiera son argent ou autres ressources. C'est-à-dire, si Warren Buffett, on peut lui confier... Warren Buffett, on a confiance en son jugement, ce qui fait beaucoup d'argent, et il est intègre dans le milieu. Donc du coup, si je lui confie mon argent,
j'ai confiance en lui. Même s'il bosse que 5 minutes, je m'en fous le temps qu'il travaille. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cash qu'il va me faire gagner. Et j'ai confiance en lui parce que, waouh, tu vois, comme beaucoup de monde. Donc, si c'est ce fait que beaucoup de monde ait cette confiance en Buffett, autant en tant qu'humain qu'en tant qu'expert, qui fait que il a accès à autant de ressources. C'est aussi pour la même raison que les gens achètent chez toi. C'est pour ça que je crée ce contenu. C'est pour créer de la confiance. D'accord? Je la rebats, tu en as conscience du truc. Donc, comment on fait pour maximiser la confiance? Donc, ces principes-là, ils s'appliquent vraiment dans tout le processus marketing. Plus on est radicalement transparent, prééminent et humble, plus on favorise plus on accélère finalement la relation de confiance et plus on pourra vendre. Ça peut être un peu contre-intuitif, tous ces points, justement. C'est pour ça que c'est intéressant, tu vois, dire la vérité même quand elle est contre nous, mettre les intérêts de ton client au-dessus des tiens, et puis écouter les opinions qui ont l'air complètement pétées. Tu vois, c'est tous des trucs qui sont un peu contre-intuitifs, qui sont simples intellectuellement à comprendre, mais qui sont contre-intuitifs et qui pourtant font toute la différence. D'accord? Donc moi, pour cette raison, je vais jamais risquer ma réputation pour de l'argent. Genre, je vais jamais faire un launch en mentant sur un truc pour pouvoir gagner de l'argent maintenant, ou pour obtenir des privilèges, ou même pire, des vues, comme je disais avant. Tu vois, si tu commences à faire des titres ultra putaclic que derrière tu délivres pas, que tu fais de la merde, basiquement, tu es en train de te créer une réputation de merde, tu vois. Tout ce que tu fais qui potentiellement va faire penser aux autres que t'es pas une personne de confiance, t'es mal barré. D'accord? Donc, évidemment, même si tu fais correctement, t'es absolument correct sur tous les points, tu auras quand même des gens qui vont te détester au final. Ça, c'est inévitable. C'est même intéressant d'avoir des gens qui nous détestent, mais au-delà de ça, intégrité, c'est ce qui renforce la réputation. Protège-la coûte que coûte, parce que c'est tout ce que, vraiment, pense ta carrière, je construis une réputation. Tout le reste, c'est secondaire. Réputation, tout en haut. Et c'est comme ça que pensent les milliardaires, les investisseurs, les grands entrepreneurs. Voilà, on arrive au terme de ce long podcast. Donc, un dernier mot. Personne ne peut prédire l'avenir. Et donc, face à l'incertitude, le remède, c'est d'augmenter ton adaptabilité. Tout ce que je t'ai dit ici dans ce podcast sont des choses qui sont relativement high level. Tu vois, c'est pas des trucs ultra tactiques et tout. Ça manque peut-être de côté actionnable. Moi, j'ai essayé d'être le plus actionnable possible, mais on est plus sur du soft skills, forcément. Et c'est tout le but, parce que dans l'avenir, on ne sait pas quelles seront les tactiques, quelles seront les hard skills vraiment importants, parce que l'IA va justement disrupter, automatiser ça, entre autres. Donc, face à l'incertitude, si tu sais pas quels seront les métiers de demain, tu sais pas vraiment concrètement comment quoi ressemblera l'avenir, bah, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends que tu sais déjà plus ou moins sûr, et tu commences par ça, par te préparer par ça, en fait. Et comme ça, tu auras déjà une longueur d'avance sur les autres qui auront pris un pari. Alors peut-être certains auront pris le bon pari, et ceux-là sont vraiment très en avance, mais ils auront gagné au loto, entre guillemets. Donc nous, on veut jouer la sécurité, parce qu'au lieu d'essayer d'être très intelligent, on essaie de pas être stupide. Principe d'inversion, j'aurai l'occasion de revenir la semaine prochaine. Donc chercher à pas faire d'erreur plutôt qu'être brillant. Donc on augmente notre adaptabilité. Pour faire ça, donc changer ton paradigme de savoir-faire par savoir allouer, comme je disais. Ça c'est le premier truc. Deuxième chose, apprendre à apprendre. C'est la compétence par excellence, parce que dans un monde qui change de plus en plus vite, celui qui apprend le plus vite gagne. Et enfin, développe ta sagesse, tes systèmes et tes marques, donc ce que je viens d'expliquer là, parce qu'on est sur des fondamentaux qui ont des chances de durer plus longtemps que les autres compétences. Voilà. Et tu fais ça, tu peux profiter très probablement du levier injuste de l'IA de demain, de devenir un automatiseur plutôt qu'un automatisé. Je te souhaite une magnifique journée. Si tu as apprécié ce podcast, n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour pas rater les suivants, ou à t'abonner au podcast sur Apple, sur Spotify, sur YouTube aussi, je suis. Je te souhaite une magnifique journée. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de la partie jugement, Worldly Wisdom, comment développer tes modèles mentaux et prendre de meilleures décisions. Je te souhaite une magnifique journée. À plus, salut.